Il y a de cela très longtemps, un corbeau s'était marié avec une oie sauvage. Drôle de couple, lui tout noir, elle toute cendre. Et cette oie, elle avait beaucoup de sœurs, ce qui fait qu'à l'approche de la grande nuit de l'hiver, elles se rassemblent toutes pour prendre le chemin du sud, la grande migration. La grande migration de plus de 3000 kilomètres. Le corbeau, lui, il n'est pas migrateur. Il ne peut pas, comme les oies, se poser sur l'eau pour se reposer. Alors les oies lui disent de les attendre, qu'elles reviendront avec la lumière. Cra! Ça surprend, hein? Dit le corbeau, il n'est pas question qu'il reste là. Cra! Que lui aussi, il peut voler au-delà de l'océan, qu'il n'est jamais fatigué, et qu'il n'y a rien au monde qu'un corbeau ne puisse faire, Que tu es stupide et arrogant, lui ont dit les oies. Elles se sont rassemblées, elles se sont envolées loin, très loin, et le corbeau, il a suivi. Et ce n'est que bien plus tard, quand la terre a depuis longtemps disparu de sous leurs ailes, qu'elles se sont posées, les oies, pour reprendre leur souffle. Lui, le corbeau, il a continué à voler. Jamais fatigué. Et quand les oies, remises de leur fatigue, ont repris leur vol, elles ont vite rattrapé le corbeau. Jamais fatigué. Jamais fatigué. Et comme ça, pendant des jours et des jours. Et petit à petit, le corbeau a eu de plus en plus de mal à suivre le rythme. Il est distancé. Alors, au début, les oies l'attendent. Mais elles se rendent vite compte que ce corbeau-là va leur apporter toutes sortes de complications. Alors, d'un commun accord, elles décident d'une drôle de chose, d'un plan, d'un stratagème, pour qu'il se noie. Je vous explique. Elles vont se rassembler sur l'eau comme pour faire un radeau, afin qu'il puisse s'asseoir. Et au moment où il viendra, elles s'envoleront brusquement, si bien qu'il tombera dans l'eau. Et c'est ce qu'elles ont fait. Les oies se sont envolées, le corbeau dans l'eau est tombé, les vagues touchent ses pattes. N'entendez-vous pas? Il est tombé dans l'eau. Les vagues recouvrent ses ailes. N'entendez-vous pas? Il est tombé dans l'eau. Les vagues arrivent jusqu'à son bec. N'entendez-vous pas? Il est tombé dans l'eau. Et au moment où les vagues vont rentrer dans le bec, le corbeau est englouti. Il est englouti dans la gueule d'une baleine, d'une gigantesque baleine. Obscurité totale. Clapotis. Frémissement. Et puis le corbeau tombe, 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 tombe,
Et au moment où il ferme les yeux pour mourir, il tombe. Dans une jolie petite maison, l'estomac de la baleine, où règne lumière et chaleur. Et dans cette maison, il y a une jeune fille assise à côté d'une lampe à huile. Quand elle le voit arriver, elle se lève, elle lui souhaite la bienvenue, elle lui dit qu'il peut rester, qu'il peut se reposer, mais qu'il ne doit jamais, jamais au grand jamais, toucher à la lampe à huile. Le corbeau, il peut bien lui promettre tout ce qu'elle veut. Il est tellement content d'avoir sauvé sa vie. Et puis il est émerveillé. Il est émerveillé par cette maison, un peu comme une maison d'homme. Bon, il n'y a pas la télé, mais c'est cosy. Et puis régulièrement, la jeune fille se dresse et d'un pas calme et tranquille, se glisse vers l'entrée et disparaît. Jamais longtemps, puis elle revient. Puis elle repart, elle revient. Comme une danse calme et sans fin. Mais cool, lui dit le corbeau. Mais reste tranquille. Mais arrête de bouger. Mais pourquoi t'arrêtes pas de bouger? La jeune fille regarde longuement le corbeau et lui dit: la vie est mon souffle. Le corbeau, lui, n'a rien compris. Lui, il est reposé, cool, tranquille, peinard. Il en arriverait même à devenir curieux. Pourquoi? Pourquoi il ne peut pas la toucher, lui, cette lampe-là? Et au moment où la jeune fille se glisse dehors, il bondit, se précipite et picore un tout petit bout de la lampe à huile. Au même instant, la tête de la jeune fille roule dans l'entrée et la lumière s'éteint. Le corbeau tâtonne dans l'obscurité. La jolie maison a disparu. Il l'étouffe. Il bat des ailes parmi le sang et la graisse. Le corbeau n'a pas compris ce qu'il avait fait. La jeune fille, c'était l'âme de la baleine. Et elle sortait chaque fois que la baleine devait respirer. La lampe et la douce lumière, c'était son cœur, le cœur de la baleine. Tant il était stupide et arrogant, le corbeau n'a pas compris que ce qui est beau et délicat est également fragile et facile à détruire. Maintenant, le corbeau lutte pour sauver sa vie. Il bat des ailes dans l'obscurité et le sang et arrive à se frayer un chemin jusque dans l'entrée où là, il monte sur le dos de la baleine. Il ne peut plus voler, complètement déplumé, tout souillé et fripé. Et il reste là, vivant de charogne, porté par le vent et les vagues, jusqu'à ce qu'une tempête, un peu plus forte que les autres, le rapproche du rivage et que des hommes l'aperçoivent. Ces hommes, c'étaient des pêcheurs. Quand ils ont vu le dos de la baleine, ils ont monté dans leur kayak, ils ont ramé très fort vers la graisse, vers la viande. Et quand le corbeau a vu les hommes s'approcher, il s'est dressé sur ses pattes
et il s'est instantanément transformé en petit homme corbeau. Tout souillé, laid et fripé. Et l'homme corbeau n'a pas dit aux hommes ce qu'il avait fait. Il n'a pas dit qu'il avait détruit quelque chose de beau, de délicat. Non, il leur a juste dit c'est moi qui ai tué la baleine. C'est moi qui ai tué la baleine. Dans les temps, d'avant le temps, tout était noir. Un grand souffle dans le noir. L'obscurité régnait, mais le monde était monde, la vie vivait, mais dans le noir. Et dans ces temps d'avant le temps, la mort n'existait pas. Chacun naissait et avait une ligne de vie infinie. On vivait ad vitam aeternam. Enfin, pas vous imaginez non plus qu'on galopait comme ça, joyeusement et infiniment. Non, parce qu'on vieillissait quand même. Voilà. Ah. Alors, ce qui fait que, à un moment donné, quand on était fatigué, racorni, vieux, voilà, et bien, subitement, on s'affalait. Voilà. Avec le fil de vie qui continuait à s'empiler. Voilà. C'est comme ça. Mais tout le monde vivait ça très bien. Très bien. Au début. Oui, parce que petit à petit, c'est devenu assez bien. Moyen bien. Et de moins en moins bien, ça. C'était mieux avant, ah ça, c'était mieux avant. C'est comme qui dirait difficile, voilà, difficile. Oui, difficile, difficile de trouver une place, difficile de se garer, difficile, enfin, on se cognait, on tombait, alors... Tout le monde pressentait que ça avait un rapport avec la vie sans fin. Des naissances, toujours des naissances. Mais on ne comprenait pas bien. C'est que c'est difficile d'y voir clair dans le noir. C'est Grand Corbeau, le premier, qui a eu l'idée de la lumière. La lumière, ça n'existe pas. La lumière, tu rêves quoi? La lumière, pourquoi faire? Mais Grand Corbeau savait expliquer que ce qui n'existe pas peut être créé, que oser regarder, ça peut aider, et que les rêves, ben, ça se réalise. Renard élevait la voix contre Corbeau. La lumière, ben ça n'existe pas. La lumière, tu rêves quoi? La lumière, pourquoi faire? Renard aimait le noir, protecteur. Renard contre Corbeau, Corbeau contre Renard. C'est à Corbeau que tous ont fini par se rallier. Ouais. Et tout le monde a entendu l'immense cri que poussait Grand Corbeau. Et tous ont vu Grand Corbeau qui avalait toute l'obscurité. Sauf Renard, qui avait mis sa tête dans un trou. C'est un moyen qu'on ne veut pas voir. Et alors, tout le monde applaudissait, tout le monde applaudissait. Enfin,
Ils ont applaudi jusqu'au moment où la lumière étant là, ils ont vu et bien vu comment c'était. C'était pas... C'était un chaos. Pire qu'un chaos, un genre de bouillie de vie. C'est-à-dire ça grouillait, ça s'empilait, ça s'entassait, ça s'emberlificotait. C'était pas... Vous voyez, c'était pas... Et puis ça empirait. Fallait trouver une solution. Une solution pour que le monde puisse continuer à être monde. Non, ça n'allait pas du tout. Surtout que le grand souffle du départ, il s'était amenuisé lui aussi, c'était devenu comme une ligne, aussi tout fin. Non, il ne fallait pas que le souffle s'arrête et que le monde disparaisse. Alors la solution, ils l'ont trouvé. Enfin, celui ou celle qui l'a trouvé a souhaité rester anonyme. Alors, je vais expliquer ça. Mais il faut le comprendre parce que l'idée, c'était la mort. Et oui. Non, mais c'est vrai parce que, bon, la mort, bon, ça ne fait pas plaisir. Mais si on regarde les choses en face, un mort, ça disparaît. On ne sait pas où, mais ça disparaît. Et ça fait de la place. Non, mais c'est imparable, hein, je veux dire. C'est pas... Donc, ils ont tous adopté la mort dans l'âme. Et la mort ne s'est pas faite prier, elle a été là tout de suite. Là, on savait qu'elle était là, mais elle n'avait pas donné le mode d'emploi. En même temps, la vie non plus ne le donne pas. Alors la mort, eh bien, tous les groupes d'êtres se sont bien débrouillés avec cette mort-là, sans trop rien dire. Je veux dire, les végétaux, les animaux, les minéraux, tout ça, ils se sont bien débrouillés, sauf les humains. Ils ne savaient pas comment faire. En même temps, c'est leur genre, ça. Pas savoir comment faire. Alors, ils étaient là, bon ben, il va falloir agir. Voilà. Il va falloir être, je sais pas moi, catégorique, scientifique, magnifique, démocratique, biologique. Enfin, il va falloir... Bon, enfin, ils ont trouvé l'hypothèse de départ. Il fallait qu'il y ait un premier mort. Et puis après, le processus s'enclencherait naturellement. Alors qui? Oui. Il n'y avait personne pour s'y coller. Non. On sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura. On ne sait jamais. C'est bien ça qui est pénible, on ne sait jamais. Alors bon, il y en a quand même qui ont dit, la mort c'est peut-être pas si mal quand on a une mauvaise vie, par exemple. Toi par exemple, ta vie elle est pas... Tu devrais... Toi... Il n'y a personne qui voulait s'y coller, mais même ceux qui étaient dans le plus mauvais état, ben non. Et puis c'est là qu'il est arrivé. On a trouvé quelqu'un. Enfin, il s'est trouvé tout seul quand même. Une sorte de candidature spontanée. Le type, il est arrivé. Alors, bon, il avait vécu, mais il était encore en bon état de fonctionnement. Oh, on ne lui a pas trop demandé ses motivations, de peur de le démotiver. Et alors, du coup, tout le monde s'est mis à entourer ce curieux aventurier de la mort. Et le gars, il a dit, bon ben, d'accord. Mais comment qu'on fait? Parce que bon, en même temps, je veux bien, mais... Ah mais là, ils ont tout de suite trouvé des idées. Hein. Alors là, ils en avaient un. Ils ont dit, mort, c'est couché. Et c'est couché.
Tiens, un mort, ça ferme les yeux. Eh bien, il les a fermés. Un mort, ça bouge pas. Bougez plus. Un mort, ça se laisse. Ils ont voulu le laisser. Ils ont pas pu. Parce que le type leur a dit « Eh oh, je suis pas encore mort !» Il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas. Un coup, il clignait d'un œil, tiens. Et puis après, un coup, il bougeait un bras pour être plus confort. Ça le grattait sous les pieds. Là, bon, ils se sont dit, on va lui mettre des pierres dessus, vous voyez, pour l'ancrer dans la situation. Alors ils l'ont fait, ils ont mis des pierres comme ça sur le mort, enfin le mort. Pas mort quand même. Mais ils ont mis, ça a fait, non, franchement ça a fait un joli monticule. Seulement, tellement joli le monticule que tu avais le type qui levait la tête pour regarder comment c'était joli. Là, on commençait à douter. À douter. Maintenant, il y a le soleil qui le gênait, il fallait lui faire de l'ombre. Alors non, je veux dire, passer sa vie à faire de l'ombre à un mort, futur mort, ça paraissait un peu... Il doutait. Peut-être que la mort, c'était pas fait pour les humains. Et puis, voilà que le gars, il demande une histoire. Oh, ben ils ont dit, d'accord. Ouais. Seulement, en ces temps d'avant mes temps, les histoires n'existaient pas. Alors, ben, ils ont fait comme pour la mort, hein, ils ont convoqué, quoi. Alors ils ont appelé. Ça tardait. Et puis, et oui, ça surprend, mais c'est arrivé. Un jour, une histoire est arrivée et s'est posée sur une épaule. Mais un Inuit athée qui ne croit pas en Dieu, quoi, se promène sur un iceberg, tout en admirant la nature. Quelle magnifique falaise! Solitaire, falaise. Quel beau corbeau! Quel beau vol d'oie! Et comme il marche tranquillement comme ça sur le glacier, il entend un grognement derrière lui. Alors il jette un coup d'œil par-dessus son épaule et s'aperçoit qu'un ours blanc de plus de 2 mètres de haut s'apprête à le charger. Alors l'homme court le plus vite qu'il peut sur la terre enneigée. Il jette un coup d'œil par-dessus son épaule et s'aperçoit que l'ours est en train de le rattraper. Et à ce moment-là, il trébuche, il tombe, roule sur lui-même. Et au moment même où il tente de se relever, il s'aperçoit que l'ours est à côté de lui, la patte dressée, prête à le frapper. Vous avez constaté la montée dramatique? À ce moment-là, l'Inuit athée dit « Oh mon Dieu !» L'ours se fige. Le glacier arrête ses craquements. Une lumière apparaît et une voix vient du ciel. Tu as nié mon existence durant toutes ces années, prétextant que je n'existais pas et attribué la création à un accident cosmique. Dois-je te venir en aide? Crois-tu que je puisse te considérer comme croyant? L'athée regarde humblement la lumière et dit « Oui, je sais, il serait prétentieux de ma part de vous demander
de me considérer comme un bon catholique, mais peut-être que pourriez-vous rendre l'ours catholique. Très bien. La lumière s'éteint, le glacier reprend ses craquements, l'ours descend sa patte, joint les deux pattes, penche un tout petit peu la tête et dit « Seigneur, bénissez ce repas ». On dit que l'homme est mort de belle et bonne façon. On dit que l'histoire, elle est restée. Renard a sorti sa tête du trou, s'est rallié à l'évidence, mais il a négocié avec Grand Corbeau l'alternance du jour et de la nuit pour aller avec l'alternance de la mort et de la vie. Et on dit que depuis ce temps-là, nos vies sont des cercles qui tournent infiniment, poussés par un grand souffle. On dit que depuis ce temps, ça roule. Mais on raconte aussi que depuis quelque temps, Grand Corbeau, dans son vol au-dessus de la banquise, crie à nouveau sa crainte. Imagine qu'un jour, une femme a pris pour époux, pour mari, un vieil étang. Oui, un étang, un vieil étang, c'est le choix qu'elle a fait. Et le vieil étang en était très content. C'était doux pour lui, c'était doux pour elle. La femme nageait dans son mari, lentement, délicatement. C'était leur façon de parler ensemble. Et puis, il y a cette année terrible, cette année de sécheresse, cette année où le soleil est devenu le maître du monde. Oui, ce soleil-là qui te fait cligner des yeux. Et le vieil étang, sous les yeux de sa femme impuissante, a été absorbé par le soleil. Elle l'a vu s'évaporer peu à peu. Et elle est restée là, seule, devant le vide laissé par son vieil étang. Elle attend. Et pendant des jours et des jours, elle attend en attendant. Et puis c'est arrivé une nuit. Un orage terrible, un orage torrentiel, un orage providentiel. Et au petit matin, la femme, elle a bondi, elle a regardé dehors autour d'elle. Mais l'orage n'avait pas ramené son mari. Alors, elle a décidé de partir. Elle a marché longtemps, sans jamais faillir, sans jamais se reposer. Et un petit matin, elle a retrouvé son mari. Il s'était trompé de trou. Alors elle a mis ses mains en coupelle et elle a pris l'eau pour la ramener à sa vraie place. Poignée d'eau par poignée d'eau, elle a ramené son mari.
Et depuis ce temps-là, ils vivent ensemble, elle nageant, lui flottant.